Des martyrs. Ce sont des martyrs arabes qui sont enterrés dans ces tombes. Des combattants qui sont morts pendant la bataille de Tora Bora. C'était notre devoir en tant que musulmans de leur faire des tombes, même s'ils représentaient une menace réelle pour le monde entier. Ils étaient considérés comme des terroristes. Mais maintenant, ils sont morts. Et comme ils sont musulmans et que nous sommes musulmans, nous devons prier pour eux quand même. Son père m'a annoncé sa mort, donc le jour de Noël, quoi. Ça a été une catastrophe. Il m'a dit, tu sais, voilà, je t'annonce que ton fils, il est crevé, tu le verras plus jamais. 3 mois après le 11 septembre, la France découvre le destin d'un de ses fils, parti pour la guerre sainte en Afghanistan. Al-Qaïda prend un nouveau visage, celui des soldats d'Allah ordinaires qui constituent ses rangs. Qui sont ces Français que la DST estime à 300 et dont 6, au moins, se retrouvent dans la prison de Guantanamo? Sont-ils vraiment tous des terroristes? Jamel Loiseau est retrouvé mort dans les montagnes d'Afghanistan. Son itinéraire est emblématique du parcours inattendu de ces jeunes qui ont choisi de tout quitter pour un ailleurs afghan. Puisqu'une histoire commence toujours par un point de départ, remontons alors à la source. Il était une fois Hervé Jamel, fils de Saïd Belhadj et de Chantal Loiseau, né le 21 mars 1973 à Paris. C'est aussi mon petit bonhomme. Ça, c'est quand il avait 12 mois, un an, avec son gros sourire. C'était les meilleurs moments, là. Avec Saïd, le père de Jamel, Chantal partage une histoire d'amour intense qui dégénère très vite. Je n'étais pas au courant qu'il était marié en Algérie. Et quand j'ai su ça, j'ai explosé. J'ai dit oui, je t'ai mariée, tu as des enfants. Je l'ai découvert moi-même. Je sais pourquoi tu m'as pas dit la vérité. J'ai fait au moins, ça aurait été vraiment bien que tu me dises parce que tu as trompé 2 femmes. La tienne et moi. Moi, tu m'as jamais rien dit et je l'ai appris par des papiers parce que j'ai fouillé dans tes poches. Et ça, c'était quand je m'étais enfuie, parce que il buvait et il me frappait et je suis partie chez ma mère. Voilà, je peux vous montrer une photo où j'étais frappée et lui, il était triste. Il avait 18 mois. Là, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, parce que qu'il ment, il me frappe, il boit et tout. Et puis un jour, il m'a dit, écoute, je vais prendre Jamel. J'ai dit, non, pas tout de suite, je fais attendre un petit peu. Et puis c'est venu qu'il l'a emmené. J'ai baissé les bras, quoi. Je voulais plus être frappée, je voulais plus... Il te faisait peur. Voilà, c'est tout. C'est dur, mais c'est comme ça. Jamel a 5 ans quand Saïd, son père, l'installe avec lui dans le 10e arrondissement de Paris. Dans les bars du quartier, patrons et habitués les connaissent bien. Saïd fréquente assidûment leur comptoir. Avec tristesse, ils évoquent l'enfant doux et gentil qui traîne dans les salles. Ils parlent des femmes qui se succèdent dans la vie du père comme autant de mères en trop. En grandissant, Jamel devient un fardeau. Et je sais qu'il a commencé à fumer, il a commencé à mettre des piments sur la bouche. Et donc, là-bas, il l'a emmené en Algérie et ils l'ont gardé, quoi, le temps que ça se passe.
À 12 ans, Djamel quitte Paris pour le village kabyle de son père. Tous ses repères changent, rien n'est pareil dans ce nouveau monde. Ni les paysages qu'on y voit, ni la langue qu'on y parle, ni même l'environnement social dont il doit adopter le code culturel. C'est aussi l'arrivée dans une nouvelle famille. Quand Djamel franchit le portail avec son père, sa belle-mère l'accueille comme son propre fils. Ses bras sont tellement ouverts qu'il lui donne aussi des frères et des sœurs. Au bout d'un mois, son père repart pour Paris, le laissant derrière lui. C'est la fin de l'été. Djamel doit prendre le chemin de l'école du village. Mais ici, en 6e année, l'équivalent du CM2, toutes les matières s'enseignent en arabe. Donc je l'ai inscrit le 20 octobre 1985 pour la première fois. Il pense en français, il écrit en français, donc il n'a aucune difficulté en français. Son problème, c'est la langue arabe. On ne peut pas rattraper 6 ans en 6 mois, en une année. Ce qui me plaît en lui, c'est qu'il a envie. Il a envie d'apprendre, il a envie de connaître ce qu'il ne sait pas. Djamel était un peu timide, calme. Je suis tellement étonné que jusqu'à présent, je n'arrive pas à... L'image de Djamel ne correspond pas à sa fin. Voilà. Djamel ne rattrape pas son retard. À 17 ans, il rate sa dernière année de collège et abandonne l'école. Dans une Kabylie où le docteur en chimie finit instituteur, ses possibilités de travail sont nulles et son quotidien se restreint comme celui de tous ses amis du village. Djamel, c'était un garçon du village qui aimait jouer au foot. C'était vraiment un chic type. On allait à l'école, à la montagne ensemble. Il aimait beaucoup plaisanter, faire des blagues, mais il était timide. De temps en temps, son frère Karim venait avec sa guitare. Des fois, quand l'épicerie était ouverte, il venait et restait ici avec nous. C'était un chic type, calme, bon vivant. Il aimait toujours rire et surtout jouer au ballon. Il aimait vraiment beaucoup jouer au ballon. Je me sentais bien avec lui. Quand j'étais énervé, il réussissait toujours à apaiser ma colère, me faire oublier mes problèmes. Au bout de quelques mois, la vie paisible des montagnes kabyles ne suffit plus à Djamel. Avec ses papiers français comme ticket d'entrée, il se paye le rêve de tout jeune Algérien et repart pour la France, pour Paris. Il retrouve son père et l'appartement de son enfance. Grâce aux connaissances de Saïd, il trouve vite du travail dans un magasin du quartier. Il y reste pendant 4 ans. Son horizon français se révèle étouffant. Apparemment, c'est au service militaire que Djamel commence à fréquenter une mosquée à Colmar. À son retour de l'armée en 1996, il refuse de retourner travailler et préfère passer du temps rue Jean-Pierre Timbaud, à 2 pas de chez lui, où tout est à portée de main. Librairie musulmane, alimentation halal et mosquée. C'est au cœur de ce Little Islam, à la mosquée Omar, que Djamel rencontre Brahimi Adel, avec qui il partira en Afghanistan. Un voyage que Brahim aussi paiera cher. 5 ans de détention, dont 30 mois à Guantanamo, et un procès en cours en France. On a senti que moi et lui, on avait besoin de voir autre chose à un moment donné. Donc c'est pour ça que le courant est bien passé, parce qu'on a senti aussi qu'à un moment donné, on avait besoin de respirer un petit peu, de voir autre chose. Et
le fait d'être kabyle quelque part, le fait de se retrouver à un moment donné où on avait besoin d'apprendre plus la religion, de s'impliquer plus. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui nous ont liés comme ça. J'ai eu pas mal de problèmes lors de mon adolescence de famille, entre autres, mes parents ils sont divorcés, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai posé pas mal de questions. Et tout doucement, ça m'a ramené un peu vers la religion pour me retrouver. Ces musulmans, lorsqu'ils parlent d'avant leur entrée en islam, disaient qu'ils étaient un bout de plusieurs choses. J'étais un bout de pied d'origine, j'étais un bout de la culture de mon quartier, j'étais un bout d'identité sportive, j'étais un petit peu étudiant, j'étais un petit peu chômeur, j'étais un petit peu reseller, un petit peu dealer. L'islam devient central dans ce patchwork identitaire. Et l'islam va venir fédérer un ensemble d'identités qui étaient au départ complètement éclatées et va venir régler un certain nombre de conflits intérieurs. Ça aurait pu être une secte, ça aurait pu être un groupe d'action violente, ça aurait pu être action directe dans les années 70-80. Là, c'est l'islam. C'était en 97. 20 ans que je ne l'ai pas vu. Ça s'est passé à la rue Voltaire, où j'avais pris une chambre, donc. Et quand j'ai rencontré mon fils, la première chose que j'ai fait, je l'ai prise dans les bras. Alors après, j'ai demandé, est-ce que ton père t'a offert les cadeaux? Est-ce qu'il t'a donné quelque chose de ma part? Il m'a dit non. Tu sais ce qu'il m'a dit, mon père? Il m'a dit, tu n'existais pas. Et il a commencé à pleurer, moi aussi. On ne savait plus trop quoi dire, quoi. Après, on s'est serrés dans les bras, on s'est embrassés. C'était formidable, quoi. C'est comme si rien ne s'était passé. Chaque fois que je venais, toutes les semaines, il y avait toujours quelque chose, parce que je voyais de moins en moins. Donc j'ai téléphoné une fois à son père, je dis voilà où il est. Il dit oui, t'as qu'à aller à la Belleville, tu vas voir à la mosquée. Je suis allée le chercher, je lui ai dit, bah écoute, qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi, je suis là, il faut que je viens te voir, je suis contente, il faut que tu viennes, on va se promener et tout. Et il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, maman, mais tu sais, j'ai des prières à faire. J'ai dit, mais au moment de tes prières, tu y vas, mais tu reviens. Il me disait toujours oui, toujours oui, toujours... il faisait ses prières et il revenait, quoi. Mais c'était dur quand même, parce qu'il partait, il ne revenait pas tout de suite. Chantal accepte avec la patience d'une mère la foi toute neuve de son fils. Mais entre Djamel et son père, les choses se passent nettement plus mal. Ces jeunes qui se convertissent et qui sont sur un vrai mode zélé, voire radical, ils viennent souvent inverser une relation avec le père. L'islam permet de libérer le non-dit. On peut dire au père, tu es un mauvais musulman parce que tu bois, parce que tu n'as pas été fidèle, parce que tu ne pratiques pas ta religion, tu ne fais pas tes 5 prières par jour, parce que tu t'es mal occupé de moi. Bref, donc il y a des tensions exacerbées et au moment où l'enfant, le jeune ado ou le jeune homme s'inscrit dans un parcours islamique, ça lui donne la légitimité de critiquer le père ou de le déstabiliser. Le père ne supporte plus Djamel. Il le chasse de l'appartement de plus en plus régulièrement. Djamel échappe à la rue en trouvant refuge dans les mosquées ou chez les frères avec qui il prie régulièrement. Petit à petit, son monde tourne exclusivement autour de la rue Jean-Pierre Timbaud. Djamel, Brahim et une dizaine d'autres des jeunes du quartier trouvent parmi le public de la mosquée Omar des volontaires prêts à répondre à leur soif de savoir. Les responsables de la mosquée ouvrent alors leur sous-sol au cours de Mohamed Karimi et de Karim Bourti. De temps en temps, Omar Saïki anime les discussions pendant les cours. Là-bas, on a commencé à apprendre un petit peu la religion ensemble. Tout doucement, on apprenait à parler l'arabe, puisque moi, on ne parlait pas l'arabe. Donc on a commencé à parler l'arabe et puis apprendre un petit peu la religion, à prier. Fallait tout ce qui concerne les bases de la religion, en fait. Les 5 piliers de l'islam, en fait. Après le témoignage, la prière, le ramadan, la zakat et d'accomplir le hajj. قد قامت الصلاة قد قامت
C'est vrai que c'était assez stimulant et passionnant à la fois aussi, passionnant à la fois. C'était comme une espèce de nouvelle vie en fait, quelque part. Le premier, j'allais dire, recruteur qui passe par là va surfer un peu sur ce désir, j'allais dire, ce zèle religieux des premiers temps, qui est le zèle de tous les convertis dans toutes les religions. Quand on se convertit, les premiers temps, c'est vraiment, j'allais dire, un zèle très particulier. Pour financer les cours d'arabe, Brahim et Jamel font des quêtes dans la rue, dont ils confient l'argent à Mohamed Karimi et Karim Bourti, les grands frères qui guident leurs pas sur le chemin du savoir. Pendant 1 an, ils ne vivront que de religion et de science. Ni l'un ni l'autre ont travaillé, mais ont été érémistes tous les deux. D'accord. Et ça vous suffisait d'être érémiste? À cette époque-là, oui, puisque je vivais encore chez mes parents, enfin chez mon père, j'ai jamais été chez des amis, on n'avait pas de charges à payer, donc on se débrouillait avec ça. Le fait que je ne consomme plus, donc le fait que je sois un érémiste ou un pauvre type dans mon quartier, c'est super, parce que l'islam valorise beaucoup les pauvres. On transcende, on investit un petit peu dans l'absolu, dans la pureté, dans l'authenticité, dans quelque chose qui dépasse les réalités. C'est un discours de la pureté contre un discours de la consommation. Lancés à la poursuite de leur idéal musulman, Brahim et Jamel économisent sur leur RMI de quoi tenter leur chance en Arabie Saoudite. Chacun son tour. Jamel passe le mois d'avril 1998 à la Mecque et se joint à la foule pour faire son pèlerinage. Il aurait aimé s'inscrire et faire des cours en Arabie Saoudite, dans les écoles coraniques. Ça a été refusé. Alors, il me semble que c'était parce qu'il n'avait pas le baccalauréat. Et donc c'est vrai qu'il a été déçu, parce qu'il pensait trouver un meilleur accueil que ça. Et le fait de s'installer en Arabie Saoudite, en fait c'est pas évident du tout. C'était très difficile. Et il est revenu déçu sur ce point-là, mais content d'avoir fait quand même le pèlerinage. Il est revenu avec plein de souvenirs et même au niveau de la foi, je pense qu'il avait fait un pas en plus. « 26 mai 1998. Dans le cadre d'un vaste coup de filet européen, 50 islamistes présumés sont arrêtés en région parisienne, soupçonnés par la police judiciaire de préparer un attentat. Jamel et Brahim font partie du lot. Venir comme ça violemment, casser la porte, enfoncer la porte et rentrer à 15 dans l'appartement avec des gilets pare-balles, c'était vraiment une surprise, quoi. On a été braqués, mis au sol, on nous a menotté les mains derrière le dos, puis mis au sol. Puis ils ont tout retourné la maison, ils ont fait une fouille, ils ont fait une perquisition. Enfin, ils ont tout retourné en fait. Bon, ils n'ont rien trouvé, à la finale, ils n'ont rien trouvé. Et ensuite, on a été ramenés donc, en garde à vue. C'est là, pendant les interrogatoires, que Brahim et Jamel comprennent. En Algérie, un nouveau groupe armé voit le jour, le GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat. Les cellules du GIA, déjà responsables des attentats du métro en 1995, se rallient au GSPC et projettent une action terroriste à Paris pendant la Coupe du Monde de football. Omar Saiki serait le chef opérationnel de la cellule française. Karim Bourti et Mohamed Karimi en seraient des membres actifs et joueraient un rôle clé dans les préparatifs de l'attentat. Ça, on ne s'attendait pas à ça. Et beaucoup de noms qu'on a découverts en garde à vue, dont le nom du GSPC pour la première fois qu'on a entendu en garde à vue. On a fait de la prison pour ça, en fait. D'être lié à des personnes qui étaient liées à d'autres groupes islamistes en Europe ou dans le Maghreb ou en Algérie. Je lui ai demandé pourquoi elle était là. Il m'a dit, écoute maman, c'est parce que c'est la Coupe du Monde. Vu qu'on était des terroristes, il me dit, il n'y a que ça qui gêne. J'ai dit, mais t'as fait quand même quelque chose. Il m'a dit non, il m'a dit que non, c'est non. Alors j'ai dit, écoute, c'est quand même bizarre que tu sois enfermée pour la Coupe du Monde. Il m'a dit, il ne faut pas t'inquiéter maman, ça c'est mon problème. Il m'a dit, il n'y a rien, dors tranquille, repars tranquille, viens quand tu peux. J'ai dit, mais tu sais, je ne vais pas partir tranquille parce qu'on avait une demi-heure, j'ai fait qu'il faut qu'on parle. Il me dit, je n'ai rien fait alors. Vu qu'il me disait ça, j'ai pris dans mes bras, puis bon, on s'est fait s'embrasser, et puis on a attendu l'heure de la sortie, quoi. Pour lui, c'était...
je ne sais pas comment vous dire, avec leur religion, comme quoi c'est Allah qui a voulu qu'ils soient là et c'est tout. Pour Djamel, l'épreuve de la prison dure 3 mois. Brahim, quant à lui, y passe 1 an. Au vu de la légèreté du dossier, ils auraient probablement pu éviter le délit d'association de malfaiteurs avec entreprise terroriste. Mais absents à leur procès, ils seront condamnés à 1 an ferme par contumace le 12 décembre 2000. Le déclencheur, c'est la prison. Là, il s'est véritablement convaincu que ce pays n'est pas le sien et qu'il devait absolument donc, aller intégrer un pays musulman qui était en concordance avec sa foi, etc. Et bon, l'idéal pour nous, c'était l'Arabie Saoudite. Donc ça s'est pas fait. Au retour, on a beaucoup reparlé, on a vu ce qu'on pouvait faire. Et il s'est avéré que Djamel avait eu des contacts dans le quartier, toujours dans le même quartier, de pouvoir partir en Afghanistan. Et puis un jour, il m'a dit, maman, voilà, je vais partir. Il m'a dit, c'est mieux pour moi. Il m'a dit, je vais suivre mon destin, mais je ne sais pas si je reviendrai maintenant. Et ce jour-là, je ne l'ai jamais revu, depuis ce jour-là. Le 12 mars 2000, Djamel et Brahim brisent leur contrôle judiciaire et partent pour Londres, où ils ont rendez-vous avec un dénommé Abou Doha. Pour 600 € chacun, Abou Doha leur fournit billets d'avion et faux visas de transit pour le Pakistan. Pour Djamel et Brahim, le rêve est enfin à portée de main. À leurs yeux, quelques heures de vol à peine les séparent de la pureté des premiers temps de l'islam, pour laquelle ils ont tout quitté. La réalité n'est pas au rendez-vous de leurs espérances. Leur contact à Londres, Abou Doha, est l'aiguilleur européen des réseaux islamistes algériens. Il réceptionne les volontaires au djihad en provenance de France, de Belgique ou encore d'Espagne. Il organise la logistique de leur départ et les oriente vers un autre personnage bien connu des services de renseignement, Jafar. Jafar, ex-membre du GIA, est bien plus qu'un simple passeur. Dans l'organigramme militaire de l'Afghanistan taliban, il a une place de choix. C'est avec lui que Djamel et Brahim ont rendez-vous dès leur arrivée. Sur le terrain, le rêve afghan se transforme en filière terroriste. Pendant ce trajet, on a rencontré pas mal de personnes. D'ailleurs, on nous l'a reproché d'avoir rencontré certaines personnes. Mais nous, on n'était pas censé savoir qui sont ces personnes. Pour nous, ces personnes, on les a rencontrées pour qu'ils nous fassent passer en Afghanistan. Maintenant, leur passé, quel est leur rôle? Nous, à la rigueur, ça ne nous regarde pas. On n'a pas cherché à savoir. Brahim et Djamel rencontrent enfin Jafar dans un restaurant à Peshawar, au Pakistan. Aussitôt, Jafar donne des instructions et organise leur passage en Afghanistan par la frontière légale. En taxi collectif, ils atteignent Jalalabad, une des capitales de l'Est afghan. Jafar les emmène alors dans son fief, la maison des Algériens. Cette maison est un de ses principaux centres logistiques. Pendant les 20 mois qu'ils passeront en Afghanistan, Djamel et Brahim y reviendront constamment après chaque étape pour que Jafar les oriente vers une autre. À partir de là, leur séjour est pris en charge. La première année qu'on s'est installé en Afghanistan, en fait, on n'a pas beaucoup dépensé d'argent. Curieusement, même nous on s'en est étonné, mais tout était pratiquement payé. Donc, et effectivement, l'argent qu'on avait a été mis de côté. Donc, il pouvait nous servir par exemple d'acheter une maison et ensuite se marier. On a profité, on était des profiteurs, on a profité de l'occasion de s'installer et on n'a pas trop cherché à savoir d'où venait l'argent. En chef militaire, Jafar propose aussitôt à Djamel et Brahim de les former au combat dans un camp d'entraînement. Ils ont définitivement rejoint la branche algérienne d'Al-Qaïda en Afghanistan. Mais 1 an et demi avant le 11 septembre, pouvaient-ils le savoir? Les Américains et les Juifs ne sont jamais en sécurité. On pouvait appliquer ce qu'on appelle en arabe l'i'dad, c'est-à-dire la préparation militaire, qui fait partie aussi de la tradition musulmane. C'est-à-dire c'est comme une sorte de service militaire. Même s'il n'y a pas derrière, parce que je comprends que des gens voient derrière automatiquement un côté terroriste, mais non, ça fait partie d'une
d'une tradition, enfin c'est une préparation militaire comme on peut faire en Occident quand on fait le SAS militaire. Donc on savait qu'il y avait ces possibilités de le faire là-bas, donc on l'a saisi une fois arrivé là-bas. Il n'a jamais été question d'Al-Qaïda, même le nom déjà à l'époque on ne le connaissait pas. On connaissait Osama Ben Laden par les médias à l'époque, et donc à part son nom, le nom de son organisation, déjà premièrement on ne le connaissait pas, et nous il n'y avait aucun lien dans ce voyage, ça n'a pas été le but. Donc effectivement, ils acceptent le discours de ces radicaux, de ces religieux, qui leur ramènent un discours construit, qui, sous un abord bien ficelé, sent effectivement le discours légitime, religieux, etc. Mais quand on n'a pas les outils intellectuels, religieux ou tout simplement psychologiques, face à quelqu'un qui a un leadership assez fort, on accepte tout ce qu'il dit. Brahim et Jamel partent alors pour Kalden, un camp dans les montagnes comme il y en a beaucoup en Afghanistan. Ces camps étaient très rudimentaires. Il s'agissait de vieux champs de bataille du temps de la guerre contre les soviétiques. Les Moudjahidines avaient installé leur base dans les régions montagneuses. Les montagnes de Tora Bora regorgent de grottes, de rivières et de cavités naturelles propices à l'établissement de camps d'entraînement rudimentaires. Déjà dans les années 80, cette région avait été le théâtre des affrontements entre les Afghans et l'envahisseur soviétique. Et on parlait déjà de guerre sainte. C'est un vieux camp. Pendant le djihad contre les Russes, j'étais un des commandants d'ici. Et mon ami, il était Moudjahidine avec moi. Ce camp existe depuis 27 ans à peu près. 27 ans. 27 ans, n'est-ce pas? Oui, 27 ans. Je me souviens des premiers missiles anti-aériens qu'on a eus contre les Russes au début de la guerre. À l'époque, il n'y avait pas d'Arabes ici, ni Oussama, ni quiconque. Personne ne le connaissait. Il y avait bien des rumeurs qu'il y avait des Arabes partout en Afghanistan, et puis un jour, ils sont arrivés ici. Et quand ils se sont installés, nous sommes partis. Des volontaires venant de tous les pays arabes se sont joints aux forces afghanes contre l'armée soviétique qu'ils considèrent mécréante. Indésirables dans leur pays d'origine à cause de leur engagement islamiste, certains d'entre eux s'installent en Afghanistan après la victoire contre l'URSS. Les Arabes ont réutilisé les anciennes zones de combat entre le Pakistan et l'Afghanistan comme camp d'entraînement et y ont installé leurs dépôts de munitions. Les anciens combattants du djihad contre les soviétiques sont devenus les instructeurs de ces camps. Ce sont eux qui entraînaient les nouveaux combattants, qui étaient souvent des Arabes, mais il y avait aussi beaucoup de Pakistanais. Dans les années 90, des contacts persistent entre les combattants restés sur place et leurs compagnons d'armes retournés au pays. Former de nouveaux combattants devient simple pour les réseaux islamistes. Il suffit de les envoyer à un compatriote en Afghanistan. Au fil des ans, ces contacts se transforment en filières. En 2000, Jafar, le référent de Brahim et Jamel en Afghanistan, est un maillon important de cette chaîne. Ici, il y avait des Arabes, des Tchétchènes, des Ouzbeks, des Turkmènes, des Philippins, des Indonésiens, et puis des Chinois. Une fois arrivés ici, les Arabes, par exemple, allaient dans une certaine direction. Ce que je veux dire, c'est que chacun partait rejoindre la base du pays auquel il était affilié. Chaque pays différent avait une base très précise et il savait très bien laquelle c'était. Leur quartier général se trouvait là-bas, dans la vallée. Mais ils avaient des installations sur tous les sommets des alentours. Sur l'un, ils avaient installé des antennes radio.
Vous voyez les sommets là-bas? Sur chacun d'entre eux, il y avait des petites installations militaires avec de quoi abattre des avions ou des chars. Et ils restaient par groupe de 5 ou 10 ou 15 pour surveiller les installations. Leur entraînement physique était très intensif. L'hiver, dans le froid, ils pouvaient partir à 10 h du soir pour grimper la montagne. Ils montaient, redescendaient la pente de l'autre côté et grimpaient de nouveau sur la montagne suivante. Vraiment, les entraînements étaient très rudes. Ils étaient partout dans ces montagnes, surtout les Tchétchènes et les Chinois, qui étaient les plus solides. Le camp de Kalden ressemble à l'un de ces camps rudimentaires. Brahim et Jamel y passent presque 8 semaines, vivant au rythme des prières et des exercices physiques. On a trouvé à peu près 80 personnes à peu près, et d'origines diverses. C'est là-bas qu'on a commencé à apprendre le maniement des armes automatiques. On n'a pas été déçus, puisqu'on a trouvé un camp, c'était un petit peu sauvage, c'était un camp sauvage, coincé entre deux petites vallées, avec une petite rivière qui passe au milieu du camp. Et c'était assez rudimentaire, hein, puisque la petite rivière nous servait pour faire la vaisselle, pour faire nos ablutions quoi, avant chaque prière. Et c'était un petit peu, il y avait un petit côté aventure, et ça nous a plu. Avec quelques jours d'entraînement dans des camps aussi modestes, on ne peut pas faire un combattant fort et puissant. Et c'était là la plus grande faiblesse des talibans. Quand les talibans ont constaté ce problème militaire, ils ont décidé de s'organiser. Et c'est pour ça qu'ils ont notamment créé le grand centre militaire de Kandahar, stratégiquement beaucoup mieux organisé et aux critères beaucoup plus sévères. Oussama Ben Laden a eu un rôle important dans cette réorganisation parce qu'il avait de l'argent et des instructeurs compétents et expérimentés. Il a trouvé sa place auprès des talibans. Il avait une certaine aura auprès d'eux. Il bénéficiait de contacts importants à l'extérieur et avait les moyens de réaliser ses idées. Il pouvait aussi les aider grâce aux jeunes combattants motivés et nerveux qui l'entouraient. Oussama Ben Laden et ses lieutenants ont pu alimenter les talibans en troupes et trouver une place de choix en Afghanistan. Grâce à ses connexions au Maghreb et en Europe, Jafar, le référent de Jamel et Brahim en Afghanistan, alimente Oussama Ben Laden en jeune combattant. En contrepartie, Ben Laden prend en charge l'intégralité des dépenses. Brusquement, le camp de Kalden ferme alors que Jamel et Brahim n'ont pas terminé leur instruction. Ils sont réorientés vers le camp Farouk, dans la région de Kandahar. Le camp Farouk est le camp phare de Ben Laden. À partir de mai 2000, c'est là que seront formés la quasi-totalité des jeunes volontaires. C'est totalement différent de Kalden. C'était beaucoup plus structuré, beaucoup plus grand, beaucoup plus de monde. Et donc nous, on était au milieu de toutes ces personnes. Et donc, comme je l'ai dit, on avait accès seulement à la formation de base. C'est ce qu'on appelle en Afghanistan le TASISI, ou formation basique. 4 modules, topographie, armes légères, explosifs et camouflage, avec à peine une semaine d'initiation par module. Les formations plus complètes, comme un perfectionnement aux explosifs, étaient organisées discrètement et étaient réservées à certains. Jamel et Brahim retournent à Jalalabad. Ils intègrent une formation en électronique où ils apprennent les rudiments des circuits électriques. Brahim reconnaît qu'après 2 mois de formation, ils auraient su déclencher des explosifs à distance. Mais Brahim et Jamel ne finissent pas cette formation. Ils se quittent à Jalalabad.
Brahim reprend les cours d'arabe à Kandahar. Jamel, quant à lui, rejoint les combattants dans le conflit qui oppose les talibans contre l'Alliance du Nord. C'était une coalition du Nord, une coalition du Nord entre le commandant Massoud, il y avait le général Domstom et d'autres généraux en fait, qui combattaient le gouvernement en place. Donc en fait, parce que les talibans, quoi qu'il arrive, c'était un gouvernement en place. Il y avait un gouvernement, un responsable, des ministres. Puis il faut quand même dire qu'à cette époque, c'était un pays qui était reconnu, qui avait des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Donc comme nous, l'Arabie Saoudite, c'était une référence. Donc en fait, que l'Arabie Saoudite ait des relations diplomatiques avec l'Afghanistan, donc pour nous, c'était bon, quoi. C'est un jet de défense. On vit dans un pays, on est entraîné, on connaît les armes. Et si on est attaqué, on est agressé, on se défend. Abdullah Arsalah a grandi avec les combattants arabes lors de la guerre contre les soviétiques. Mais quelques années plus tard, il voit ces mêmes combattants rejoindre les talibans contre l'Alliance du Nord, dont sa tribu fait partie. Les alliés d'hier sont devenus des ennemis. Beaucoup d'entre eux n'avaient aucune idée de ce qui se passait vraiment en Afghanistan. C'était des jeunes gens naïfs, des jeunes qui avaient quitté leur pays pour venir ici en pensant participer à une guerre sainte et pure. Alors oui, contre les soviétiques, c'était une guerre de libération nationale et une guerre sainte. Mais à l'époque des talibans, il s'agissait d'une guerre civile. Des musulmans se tuaient entre eux. L'Alliance du Nord, c'est aussi les anciens commandants du djihad qui ont chassé les Russes pendant que ces talibans et ces mollahs étudiaient dans leurs écoles religieuses. Notre problème avec ces gens-là, c'est qu'ils étaient utilisés à des fins politiques. Après le départ des soviétiques, l'Afghanistan se déchire. Un conflit éclate entre le mouvement des talibans et les tribus pashtunes, traditionnellement maîtresses du pays. Les talibans finissent par conquérir le pouvoir central à Kaboul en 1996. Des tribus tadjiks, ouzbeks et pashtunes s'organisent autour du commandant Massoud pour former l'Alliance du Nord. Les 2 premières années, les pertes sont lourdes pour les talibans et les combats mal planifiés. Ben Laden leur fournit des troupes motivées et mieux entraînées qui finissent par gagner du terrain. En mars 2001, quand Jamel part pour le front, les talibans contrôlent la quasi-totalité de l'Afghanistan. Les combats sont sporadiques et Jamel fait surtout de la surveillance. Et puis soudain, c'est septembre. J'apprends par radio ce qui s'est passé aux États-Unis. Et les jours qui suivent, donc on apprend également qu'il va sûrement y avoir une guerre en Afghanistan. La guerre est déclenchée le 7 octobre 2001. L'aviation américaine bombarde les villes afghanes les unes après les autres, pendant que l'Alliance du Nord mène le combat au sol. Des instructions sont données à travers tout le pays. Tous doivent gagner Jalalabad pour quitter l'Afghanistan. Brahim y rencontre les 5 autres Français qui finiront avec lui prisonniers des Américains à Guantanamo. Pendant plusieurs semaines, ils attendent qu'enfin s'organise leur fuite. Mais brusquement, la nouvelle tombe. L'ennemi est aux portes de la ville. On ne pensait pas que l'Alliance du Nord allait arriver aussi vite sur Jalalabad. Donc c'est pour ça que, comme nous sommes partis de Jalalabad, ça a été fait précipitamment. On a pris les premières voitures qu'on avait sous la main, enfin, on s'est entassé dans les voitures, on a fui, c'était par convoi en fait. Si on voulait ressortir par les frontières, par les postes frontières, on savait qu'on pouvait être capturé et être livré aux Américains. Donc c'est pour ça qu'on a préféré fuir par les montagnes. Ils roulent à tombeau ouvert sur les pistes. Direction, le massif de Tora Bora, seul espoir de rejoindre le Pakistan de l'autre côté. Ils savent que sans guide, ils ne pourront pas traverser tout de suite. Alors en attendant, par petits groupes, ils se dispersent dans les anciens camps d'entraînement.
Pendant ce temps-là, à Jalalabad, 3 généraux de l'Alliance du Nord reprennent possession de la ville. Haji Zahir est l'un d'eux. Aujourd'hui, il dirige la police des frontières sur 250 km entre l'Afghanistan et le Pakistan. Sa mission, sécuriser une région qui a connu plus de 20 ans de guerre. Je suis l'homme qui a repris Jalalabad aux talibans à l'époque. 5 jours après que je sois arrivé à Jalalabad, la bataille de Tora Bora était lancée. Nous avons commencé à nous préparer, à préparer nos soldats et nos équipements. Personnellement, j'y suis allé avec 1100 soldats. Les gens disaient qu'il y avait 700 ou 800 membres d'Al-Qaïda, mais nous n'avions pas de chiffre correct. Personnellement, je pense qu'ils étaient 250 ou 300 maximum, et que les autres étaient des Afghans talibans. Fin novembre 2001. L'aviation américaine se lance à l'assaut de Tora Bora, le dernier bastion taliban, où sont retranchés Jamel Brahim et les autres. À 8 h du matin, on a vu un B-52 arriver. L'avion a dessiné un 8 de fumée dans le ciel et les bombardements ont commencé. Ici, c'était leur chambre. Dès qu'ils sentaient le danger, ils quittaient les chambres pour entrer dans la grotte. Ils avaient leur dépôt d'armes et leur réserve de nourriture à l'intérieur de ces grottes. Venez voir que je vous montre l'intérieur. Ils faisaient exactement comme nous, et ils entraient comme ça, de cette façon. Pendant un mois, Jamel vivra les bombardements de Tora Bora depuis une de ses grottes avec des dizaines d'autres. Il y croisera Nizar Sassi, français lui aussi. Dans son livre, Nizar décrit les nuits passées au rythme des bombes, les fuites éperdues d'une grotte à l'autre, les groupes qui se défont et se refont au hasard des pertes subies. Nizar est un des derniers à avoir vu Jamel vivant. Il vivait assez bien ce moment-là, en fait, qui était un moment très très dur, en fait, parce qu'on était sous les bombardements américains et on ne savait pas si on allait réussir à traverser cette montagne. Et je le sentais posé, parce qu'à un moment, je n'arrivais même pas à porter, moi, j'avais un sac avec moi, je n'arrivais pas à le porter, c'est lui qui l'a pris et qui l'a porté. Pourtant, il est plus petit que moi, mais c'est lui qui m'avait pris, qui m'avait aidé à le descendre. Mais non, je l'ai senti serein. Plus mature, plus posé. Est-ce qu'il était déterminé? Je ne sais pas, mais on va dire qu'il ne paniquait pas. Ce qui était prévu, et bien sûr l'idée était américaine, c'était de bombarder l'endroit pendant quelques jours avant d'accorder un cessez-le-feu d'1 semaine à l'ennemi pour qu'il puisse se rendre. Mais personne ne s'est rendu. De notre côté, nous savions très bien qu'Al-Qaïda n'allait pas se rendre, et les Américains leur ont laissé le temps de s'enfuir. La bataille reprend alors. Cette fois, l'Alliance du Nord passe à l'attaque et lance sa charge contre les derniers combattants. Par endroits, ils ont férocement résisté. Certains se sont vraiment battus jusqu'à la fin, mais la plupart se sont enfuis. J'ai arrêté 22 membres d'Al-Qaïda. Parce que dès le départ, nous avons encerclé certaines montagnes. Alors quand ils ont fui, c'était facile de les attraper.
Une quarantaine de prisonniers seulement seront arrêtés par l'Alliance du Nord en Afghanistan. Brahim, blessé au dos par un éclat d'obus, en fait partie. Plus tard, la plupart seront livrés aux Américains avant d'être transférés à la prison de Guantanamo. En ce qui me concerne, je ne les ai pas transférés aux Américains. Je les ai transférés à Kaboul. Nos décideurs, notre président, le gouvernement provisoire, ils étaient tous à Kaboul. Je ne savais pas à quoi ils pensaient, ni comment ils les ont transférés. Avec les Afghans qui nous ont arrêtés, on a été bien traités, en fait. Pendant mes 2 semaines que j'ai passées dans la prison de Jalalabad. C'est après que ça s'est corsé. C'est pour ça que j'ai pas trop envie d'en parler, quoi. Ça... Non, ah ouais. Je sais pas si c'est important pour vous. C'est important pour vous, hein, c'est... Après, c'est les tortures, c'est les machins, les blessures, tout ça, c'est un peu gênant, quoi. Ouais. Même à raconter après ce qui s'est passé sur Kaboul, ça, j'ai pas trop envie d'en parler, quoi. Regardons le résultat. Le résultat, c'est que nous n'avons pas attrapé Oussama. Nous n'avons pas attrapé Zawahiri. Nous n'avons pas attrapé les principaux cadres d'Al-Qaïda, qu'ils soient afghans ou non afghans. La stratégie adoptée ne nous a pas permis de les arrêter. Alors les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais pour moi, la bataille de Tora Bora est un échec complet. Les talibans et les Arabes d'Al-Qaïda empruntent les routes des caravanes à travers les montagnes. Par petits groupes, ils avancent comme ils peuvent, entre chaque bombardement. Nizar partage ses tout derniers moments avec Jamel. À un moment, un des responsables du groupe a demandé que 2 personnes restent pour attendre les autres groupes qui passeraient par là pour leur montrer le chemin. Et il a parlé à moi, donc moi j'ai refusé. Et Jamel et un autre gars se sont portés volontaires pour rester là-bas, en fait. Mais le souci, c'est qu'ils sont restés près de 10 heures ou 12 heures à attendre sans que personne ne vienne. Et ils sont tombés sur un autre gars qui est actuellement à Guantanamo, qui a fait le chemin avec eux. Et ils ont commencé à marcher, à escalader ces montagnes. Je pense que s'ils auraient été une dizaine, ils auraient pu traverser cette montagne-là. Mais tout seul, à 3, c'est dur. C'est dur, parce que moi-même, dès que j'étais avec beaucoup de personnes devant et derrière, à un moment, je me suis jeté par terre et je me suis dit, voilà, je vais mourir ici. Et c'est un autre Français qui m'a levé et m'a dit, écoute, si tu restes ici, bah, tu vas mourir, c'est tout. Ils se sont perdus, je pense qu'il y a eu beaucoup de désespoir, c'est-à-dire se dire, dès qu'ils voyaient la neige, parce que dès que vous voyez la neige et vous ne savez pas où vous avancez, à un moment, vous vous jetez, vous dites, c'est bon, ça ne va jamais se finir. Il vaut mieux se jeter ici et mourir là. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans la tête à Jamel. Épuisé, Jamel arrête de marcher. Il est déjà au Pakistan, mais petit à petit, le froid le saisit et l'endort. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lui, il était sur la route de Gandao. Il était le seul à avoir pris cette route. La plupart sont partis par Zeran pour fuir Tora Bora, mais ils ont été capturés par le gouvernement pakistanais. Mais dès qu'on a entendu qu'un Français était mort en martyr là-bas, tout le monde s'est réuni et on est tous partis le chercher. Il avait cousu une poche dans son dos, là, où il avait mis ses papiers. En ouvrant son passeport, on a vu que c'était vraiment un Français musulman. Alors on l'a porté au cimetière avec beaucoup de respect. Oui, c'est avec beaucoup de respect qu'on lui a construit une tombe. Les habitants se battaient pour avoir l'honneur de l'enterrer. Et chacun disait, au nom de Dieu, cet honneur est pour moi, car c'est un vrai martyr. Les habitants ne trouvent presque rien sur lui.
Un billet d'avion de retour, un passeport, une carte d'identité, un Coran de poche, 30 roupies à peine et 2 cachets d'aspirine. Tout le monde a pleuré pour ce martyr, tout le monde. C'est un vrai martyr de l'islam. Imaginez, il a quitté sa patrie, le confort, le développement, l'argent pour venir jusqu'ici. Il n'était pas là pour le pouvoir ou pour une place au gouvernement. Il était là pour la religion, pour l'honneur. Jusqu'à maintenant, les gens vont sur sa tombe. Ils prennent un peu de poussière et s'en frottent la peau. Ou alors, ils en mangent un peu pour se purifier grâce à son martyr. Certains frottent les pierres sur leur corps pour guérir, comme un médicament. Les jeunes, les vieux, tout le monde fait ça. Comme il est sur une grande route, les gens s'y arrêtent pour prier. Mon message pour ses parents, c'est qu'il y a beaucoup de martyrs ici, mais aucun n'est aussi respecté que votre fils. En fait, Jamel n'est pas mort pour rien parce qu'il a vécu ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il a vécu dans un pays islamique, il a étudié, il a été sur le front. Je veux dire, le fait d'avoir vécu ce qu'il avait envie de faire, déjà c'est quelque chose qu'il a gagné, c'est quelque chose qu'il a gagné en fait. C'est indéniable, l'Afghanistan était une base logistique solide pour Al-Qaïda, où pouvaient se forger des vrais destins terroristes. Mais qu'en est-il vraiment de jeunes gens comme Jamel ou Brahim ? Comment faire la différence entre soldats ordinaires et partisans de la terreur? Aujourd'hui, même la justice française a du mal à instruire ce dossier. Après 2 ans d'investigation, le tribunal s'avoue démuni et demande un complément d'enquête avant de décider si oui ou non, Brahim, Nizar et les autres sont des terroristes. J'ai suivi ce vent aux paroles de rêve. C'était un joli piège farci de piquant. Pour qu'il ait de l'élan, j'ai donné toute ma sève. Me voilà cœur ouvert par des morsures de dents. Est venu le doute, accompagné de son frère. Le terrible, à quoi ça sert? Plus on l'écoute et moins on se relève de terre, accablé par la nostalgie de l'air.